Bonjour à tous, je me présente Michael Chadwick, analyste d'affaires chez Fidelio ERP depuis plus de 15 ans. Fidelio, c'est le logiciel ERP Cloud destiné aux PME agroalimentaires au Québec. C'est avec un grand plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui un expert de renom dans le domaine de l'agroalimentaire. On est avec M. Sylvain Charlebois. Le professeur Charlebois est le directeur principal en sciences analytiques agroalimentaires de l'Université Dalhousie, qui est située à Halifax. Dr Charlebois est notamment membre du Conseil consultatif du Centre mondial de la traçabilité alimentaire basé à Washington. Et il est également membre du Comité scientifique national de l'Agence canadienne d'inspection des aliments à Ottawa. Monsieur Charlebois, je tiens à vous remercier chaleureusement d'être parmi nous aujourd'hui pour cette journée consacrée aux PME agroalimentaires et à leurs défis. Merci, Michael. Ça me fait plaisir d'avoir accepté l'invitation. Évidemment, les PME jouent un grand rôle au sein de la filière agroalimentaire, surtout au Québec. Alors, c'est certain que c'est un sujet qui est très, très important. Excellent. Donc, comme vous venez de le dire, l'agroalimentaire, c'est un secteur clé dans l'économie québécoise. Il y a de nombreuses entreprises innovantes et dynamiques. Toutefois, c'est une industrie aussi qui doit faire face à de nombreux défis. Il y a de la concurrence mondiale, il y a de la réglementation, chaîne d'approvisionnement, il y a des changements aussi dans les habitudes de consommation. Et plus récemment, il y a une crise au niveau de l'inflation. Ça fait à peu près 40 ans que les prix des aliments n'ont pas augmenté aussi rapidement au Canada. Tout le monde parle de l'inflation depuis de nombreux mois. Les marges du secteur sont de plus en plus serrées. Quel est le taux d'inflation attendu dans les prochains mois, voire les prochaines années? Ben, faire des prévisions, c'est difficile et dangereux en même temps parce que la plupart du temps, quand on s'avance trop, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, on doit s'expliquer pourquoi on s'est trompé. Nous, au laboratoire, on tente d'établir des prévisions pour les 12 prochains mois. Donc, à chaque mois de décembre, on présente le rapport annuel sur les prix alimentaires. Et on utilise l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine pour développer des modèles et ainsi nous offrir des prévisions. Et ce qu'on a prévu en décembre, c'est que les prix étaient pour encore augmenter en 2023 d'à peu près 5 à 7 d'ici la fin de l'année. Ce qu'on voit déjà, en fait, sont des hausses assez importantes. Là. On le voit, là, on parle à des entreprises en transformation, même en amont au niveau des ingrédients. Et on le voit, là, il y a quand même encore des problèmes au niveau de la main-d'œuvre, approvisionnement. Le commerce international tourne au ralenti. C'est mieux qu'avant, c'est mieux qu'il y a 12 mois, mais quand même, il y a des difficultés. Là. On tente de recalibrer la machine mondiale, mais on peine à le faire, malheureusement. Là. Et il y a évidemment la géopolitique qui nous a rentré dedans le 24 février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Tout ça a chambardé le monde entier, surtout en raison du coût des intrants. Là. En fait, si vous êtes en transformation, vous le savez, là, ça coûte plus cher acheter n'importe quoi actuellement. C'est essentiellement dû à ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Là, on a atteint un sommet au niveau des prix des denrées vers juin, là, mai-juin. Les choses se calment un peu, mais on attend des nouvelles des négociations entre la Russie et la Turquie pour l'extension de l'entente pour les grains qui prend fin le 19 mars. Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer à ce niveau-là. On espère justement que le contrat va être étendu davantage. Sinon, on pourrait voir justement, encore une fois, les denrées agroalimentaires augmenter. Donc, la géopolitique est un facteur assez important là, depuis 12 mois. Je ne suis pas certain que ça va arrêter. Ça va compliquer les choses pour les PME, pour les entreprises qui sont au sein de la chaîne alimentaire. Alors, c'est sûr, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est quand même nouveau depuis 40 ans, mais je pense que c'est nouveau, point, parce qu'il y a
il y a une tempête parfaite, là. Il y a eu évidemment l'après-pandémie. Il y a 40 ans, on finissait pas une pandémie, là. Là, on finissait une pandémie, les chaînes étaient affaiblies. Et là, on s'est embarqué dans une guerre là, qui a affecté une région névralgique importante en agroalimentaire, là. Donc, c'est pour ça que pour les PME là, qui nous écoutent, c'est pas facile, là. C'est pas facile de faire des prévisions, mais en gros, on s'attend à des hausses pour l'instant jusqu'en juin, juillet. Et par la suite, on s'attend à ce que les choses se calment, là. Si toute chose étant égale par ailleurs, là, ce qui est difficile à dire, mais on s'attend à une deuxième moitié de 2023 plus calme pour l'instant. Pour ce qui est de 2024, là, je ne m'aventurais pas trop là, avec ce qui s'est passé depuis quelques mois. Là, c'est toujours difficile de prévoir là, au-delà de 12 mois. Là. OK, excellent. Ben, vous avez parlé justement qu'il y a 40 ans, on n'était pas en pandémie, mais là, on est sorti d'une pandémie récemment. Ça a mis en lumière des problèmes importants au niveau de la chaîne d'approvisionnement dans l'industrie agroalimentaire. Selon vous, quels seront les principaux défis auxquels fera face la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire canadienne si on peut se faire une fenêtre peut-être sur une période de 4 à 5 ans? Ben, je pense qu'actuellement, il y a un éveil. Notre laboratoire a travaillé avec 7 différentes provinces depuis 3 ans. Donc, la Nouvelle-Écosse, évidemment, la Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Québec, Ontario, l'Alberta. Puis, en fait, on travaille un peu avec la Colombie-Britannique aussi. Puis, le dénominateur commun, c'est l'autonomie alimentaire. On sait bien que la seule province qui a une politique d'autonomie alimentaire, c'est le Québec. Mais on le voit ailleurs, là, partout au Canada, il y a justement une intention assez palpable de produire davantage. On le voit là avec des projets comme Goodleaf qui est établi maintenant à Guelph en Ontario, qui justement développe une ferme verticale à Saint-Hubert au sud de Montréal et à Calgary dans l'Ouest canadien. Alors on voit vraiment, et ça c'est un partenariat entre Goodleaf et puis McCain. Il y a d'autres aussi, d'autres projets qui nous démontrent qu'il y a de plus en plus d'intérêt à produire. Mais l'autre reconnaissance que je pense qui est en train de se produire, c'est le fait que de plus en plus, on reconnaît que le point d'ancrage stratégique pour la filière, c'est la transformation. Et puis ça, c'est très, évidemment, c'est là qu'est le nerf de la guerre là, pour les PME. Là. En transformation, c'est là qu'on innove. C'est là, en fait, si on n'a pas un secteur de transformation solide, c'est toujours plus difficile de supporter nos producteurs et d'innover davantage. Et c'est ce que je m'aperçois à travers le Canada, c'est qu'il y a justement une volonté de transformer nos propres denrées davantage au niveau domestique. Kraft Heinz qui investit à Montréal, c'est une compagnie multinationale, mais on voulait justement établir une usine à Montréal pour faire du ketchup. Pourquoi? Parce que ça va créer un écosystème de tomates de transformation qui n'existe pas au Québec. Donc, il va y avoir des producteurs agricoles qui vont justement faire partie de cet écosystème-là d'ici quelques années. Alors, c'est un peu, il y a eu un éveil, il y a une conscience actuellement au niveau de la transformation qui est quand même unique là, comparativement aux dernières années. Okay. Ben, merci beaucoup. Un autre effet qu'on a vu, nous, dans notre secteur en numérisation des processus, la pandémie, il y a eu vraiment une accélération au niveau de la transformation numérique au sein des PME dans plein d'industries. Est-ce que vous avez remarqué aussi que c'est le cas dans le secteur agroalimentaire ou ça semble encore marginal puis les gens, ça traîne la patte un peu au niveau de la transformation numérique? Ben, l'adoption est lente, hein? Dans le secteur agroalimentaire, là, c'est sûr qu'on a été poussé au pied du mur là, avec la COVID. On a vu les limites du capital humain là, en usine, là, on le voit. Il y a aussi évidemment l'aspect des travailleurs saisonniers.
on dépend d'eux pour faire le travail que personne d'autre veut faire au Canada. Je pense qu'on a vu les limites de ce modèle-là là, récemment. Alors, c'est pour ça que, justement, on s'intéresse à la robotisation, à l'automatisation, à la numérisation des processus, mais c'est lent, c'est très lent. Puis, je vais vous dire, essentiellement, il y a quelques hypothèses qui expliquent pourquoi que c'est lent. D'abord, dans le domaine agroalimentaire, il y a beaucoup d'entreprises familiales. Et les entreprises familiales misent sur des valeurs sûres, tradition, culture, façon de faire patrimoniale. Donc, il y a vraiment un bagage patrimonial qu'on ne veut pas compromettre. Et puis, je pense qu'il y a comme un genre de conflit entre la technologie et les traditions, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs lorsqu'on fabrique des voitures, des médicaments ou la biotech. Ce sont des industries où les valeurs, les traditions n'ont pas autant une importance. C'est pour ça que je pense qu'actuellement, là, on voit une filière qui est un peu tirée de toutes les bords parce que justement, on voit qu'il faut changer, mais en même temps, on veut continuer à faire ce qu'on fait parce que ça a toujours fonctionné. Puis les marges sont minces, là. Ouais. Alors, prendre des risques et changer des choses, c'est pas mal plus difficile que dans d'autres secteurs. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est pour ça que le niveau d'adoption d'intelligence artificielle, de numérisation est plus lente dans le secteur agroalimentaire qu'ailleurs. OK. Donc, si on regarde ça, comment la transformation justement numérique des entreprises et ou l'automatisation pourrait aider ces PME-là en agroalimentaire à accroître leur efficacité, leur compétitivité, du même coup, ben, améliorer les marges? Ben, c'est de la prévisibilité. C'est, pour moi, elle est là la clé. C'est que on a affaire à des événements Black Swan, là, comme on dit en bon anglais, là, et puis malheureusement, on se rend compte que la gestion juste à temps a ses limites. Alors, il faut commencer à regarder d'autres modèles, le jusqu'au le au cas où, là, le just in case, comme on dit en anglais. Puis avec l'intelligence artificielle, avec la numérisation, on s'outille mieux pour mieux prévoir parce que le consommateur, il n'est pas toujours facile à suivre. Pourquoi? Parce que le consommateur est affecté par un paquet de choses. Là, actuellement, ben, il y a les taux d'intérêt qui augmentent, ça affecte les paiements hypothécaires, ça affecte l'abordabilité alimentaire, il y a les marques maison qui prennent de plus en plus de place, la compétition, il y a beaucoup de conversions de magasins, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Donc, prévoir à l'avance ce qui va se passer avec la demande, c'est vraiment la clé. Et d'aller chercher en amont au niveau de l'approvisionnement, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de choses qui affectent le prix des ingrédients, changement climatique, géopolitique, on en a parlé tantôt. Tout ça peut faire en sorte que en fait, la PME ou l'entreprise est mieux outillée pour absorber ces coûts-là. Il y a une autre chose que j'ai oublié de mentionner tantôt par rapport à l'adoption de la numérisation, c'est la cybersécurité. Ça fait peur beaucoup en passant dans le secteur, hein, parce que il y a quelques mois, on a vu qu'il y a deux entreprises qui ont été affectés par une attaque, Maple Leaf et puis Sobase. Et puis là, on voit vraiment que, bon, Sobase, c'est arrivé à peu près en même temps qu'ils ont fait le transfert de Air Miles à Seine, leur nouveau programme de fidélisation. Alors, ça leur fait peur au secteur, ça. Ça leur fait peur au secteur. Ah, mon Dieu, on s'expose peut-être à des risques qu'on ne veut pas. Il faut peut-être payer des rançons. Tout ce qu'on sait de ces deux cas-là, c'est que ça a été un ransomware, mais on ne sait pas trop s'il y a une rançon qui a été payée. On sait que GBS Canada, l'année passée, a payé une rançon d'11 millions de dollars, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, toutes ces histoires-là font peur à la filière actuellement, là. OK. Puis, peut-être que vous en avez des exemples à nous partager. Comment, justement, des nouvelles technologies, concrètement, comme l'intelligence artificielle ou l'Internet des objets, peut-être même d'autres types de technologies, comment aujourd'hui les gens qui l'utilisent dans l'agroalimentaire, c'est quoi les usages qu'ils en font?
Ben, ça dépend où est-ce qu'on est. En agriculture, justement, cette semaine, sur notre podcast, on accueillait un producteur agricole de la Saskatchewan. Et puis, écoutez, les fermes, c'est des entreprises assez sophistiquées aujourd'hui, là. Et on gère le climat, on gère les sols, c'est de l'échantillonnage à tous les jours. On tente de travailler avec Dame Nature, finalement, puis avec la qualité des sols de plus en plus. Alors, c'est ce qu'on voit au niveau de la production primaire. Et bien sûr, on essaie de comprendre les marchés parce que ce temps-ci de l'année, les producteurs tentent de développer une stratégie de récolte. Là. On va ensemencer des produits qu'on va pouvoir vendre à bon prix à l'automne, bien sûr, mais c'est de plus en plus compliqué. Alors, il y a des logiciels, il y a de la planification qui s'effectue, qui ne se faisait pas avant. Là. La production agricole est pas mal, elle a changé énormément. En transformation, ben, c'est au niveau des chaînes, au niveau de la logistique que les choses changent tranquillement, pas vite, justement parce qu'on mise moins sur la personne, sur des employés, sur des humains, pour des raisons de salubrité, maladie, tout ça, là. Évidemment, il n'y a pas. La plupart de ces entreprises-là, faut comprendre que sont pas, sont souvent en région. Hein, sont pas toujours en région, mais sont souvent en région. Et engager des gens dans ce temps-là, c'est plus difficile. Alors, c'est vraiment la planification, la stratégie peut se faire au niveau de la numérisation. Et en distribution, bien sûr, on le voit, là, il y a de plus en plus, il y a une emphase particulière sur le dernier mille, là, comme on dit, là, parce qu'on parle d'un marché beaucoup plus virtuel qu'avant. On fait de la livraison. On veut desservir les magasins de façon différente. Le dernier mille, c'est le mille le plus dispendieux, mais ce qu'on se rend compte en distribution, c'est que le dernier mille, tout le monde va tenter d'optimiser le dernier mille. C'est le mille du milieu qui est devenu vraiment le champ de bataille. Puis moi, je peux vous dire que des grands distributeurs au Canada qu'on a, moi, j'ai l'impression que Loblaws a une avance là. Avec son partenariat avec Gatic, là, c'est vraiment, à mon avis, une alliance qui permet à Loblaws d'adopter une technologie qu'il n'avait pas, qui permettrait justement à Loblaws de livrer différents produits. Et là, on parle de camions sans camionneur, ce genre d'affaires-là. Donc, on voit vraiment il y a une direction assez claire là, au niveau de la distribution. Donc, ça dépend où est-ce qu'on est. Ceux qui sont vraiment laissés en arrière, ce sont les indépendants au détail. Là. Eux, ils continuent à faire ce qu'ils font. Ils misent sur les relations qu'ils ont actuellement, mais les autres veulent jouer une game qui est complètement différente. OK. Puis là-dedans, parce qu'à la fin de tout ça, c'est les consommateurs qui vont aller acheter les biens de consommation à l'épicerie. Ouais. Voyez-vous comment les consommateurs pourraient bénéficier, eux, de la transformation numérique dans l'industrie agroalimentaire? Y a-t-il des choses que vous avez analysées que vous pouvez partager avec nous là-dessus? Euh, Moi, je pense, ben, d'abord, j'ai l'impression que le temps réel va affecter notre expérience d'achat de plus en plus. Puis je m'explique. Euh, on a parlé beaucoup, beaucoup, là, entre vous et moi, de ce qui se passe en amont, au sein de la chaîne. On parle de prévisibilité, de planification, tout ça. Mais en bout de ligne, un des facteurs importants, c'est l'efficacité des chaînes, le gaspillage, les pertes, tout ça. Et là, on parle aussi de cold chain, on parle aussi. Donc, c'est assez compliqué, là, les chaînes d'approvisionnement en alimentation. Au détail, le consommateur a un gros mot à dire, affecte l'ensemble de la chaîne par rapport à ses décisions. Et là, ce on commence à comprendre, depuis, moi, je dirais à peu près 5 ans, c'est qu'on est en mesure d'influencer le consommateur. On est capable d'influencer son comportement par une dynamique de prix. On appelle ça pricing dynamic. Là. On le voit de plus en plus que lorsqu'on va au magasin, il y a de plus en plus de détaillants qui ont des prix numérisés. OK. Euh,
Et ces prix-là peuvent changer à chaque heure. Donc, par exemple, si, je sais pas, moi, le matin, on a beaucoup de bananes et les bananes ne se vendent pas à 3 heures, ben, on baisse le prix tout d'un coup pour stimuler la demande. Euh, Moi, j'ai l'impression, puis tout dépendant de la journée, tout dépendant de la température, parce qu'on sait bien, là, comme consommateur, on est très influencé par la température. Fait que ça, mettons, le vendredi soir, on annonce, je sais pas moi, on annonçait du beau temps la fin de semaine pour les barbecues l'été. Là, tout d'un coup, il pleut toute la fin de semaine. Ben, nos ventes de viande vont baisser. Comment qu'on fait pour stimuler la demande par rapport à la viande? Parce que si on ne vend pas la viande, même si les marges sont très élevées, en périphérie du magasin, il va y avoir des pertes. Alors, comment qu'on fait pour éviter tout ça? Moi, j'ai l'impression que le consommateur va être invité à embarquer dans une danse dynamique comme ça de plus en plus. C'est que, et évidemment, ça va être un jeu, ça va être peut-être un jeu de chat et de souris, hein, parce que d'un côté, le consommateur va être influencé, et tout d'un coup, on va réaliser que, je sais pas, moi, ben, au lieu de faire son magasinage le vendredi où les prix sont plus élevés, on va y aller le mardi où les prix sont plus bas parce qu'on stimule plus la demande. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que de plus en plus, cette dynamique-là entre l'offre et la demande va être plus dynamique qu'elle est en ce moment. Parce que c'est sûr que les prix changent beaucoup, mais je pense que les prix vont changer de plus en plus pour éliminer le gaspillage, offrir une fraîcheur, etc. Parce qu'on en parle beaucoup de ces affaires-là. Là. Et est-ce que vous avez aussi vu peut-être des changements dans les habitudes de consommation? On a parlé de l'inflation, c'est sûr que ça va avoir un impact, mais y a-t-il d'autres tendances, d'autres trends, comme on dit, au niveau des changements d'habitude de consommation? Ben oui. Là, en ce moment, là, on a un marché qui est beaucoup plus économe. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens vont changer d'adresse. Ils vont pas nécessairement être loyaux. La loyauté, à mon avis, c'est un des grands champs de bataille de la distribution. Là. On le voit, là, on est de plus en plus agressif, on offre plus de points, des Air Miles, des points PC Optimum. On le voit de plus en plus parce qu'on veut ramener le client chez nous. Mais un marché économe va aller ailleurs. On va aller visiter 2 ou 3 magasins régulièrement sur 2, 3 semaines. Et j'inclus les magasins du dollar. On a appris récemment que Dollarama augmente son offre alimentaire pour les produits à 5 dollars. On le voit là, de plus en plus. Dans les résultats financiers de Walmart récemment, écoutez, 56% des ventes de Walmart, c'est de la vente alimentaire. 56%. C'est énorme. Là. C'est pour ça que vraiment, de plus en plus, là, on se concentre sur l'alimentation. Il y a de plus en plus de choix qui s'offrent, des choix rabais aux consommateurs. Et puis, le consommateur va aller ailleurs, va aller dans des magasins à rabais, dans des gros magasins, petits magasins spécialisés, et on se bat pour une loyauté, essentiellement. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui se passe. Puis, tantôt, vous parliez il y a 40 ans, là, ce qui se passait au début des années 80. C'est un peu ça qu'on vit. Là. On est on est en train de programmer le consommateur à être à être à la recherche constante de rabais. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, j'allais à l'épicerie avec mon père et ma mère. On avait 2 carrosses. Puis s'il n'y avait pas une étiquette rouge qui indiquait que le produit était en vente, on ne l'achetait pas. Point. C'est un peu comme ça, c'est ça qui se passe aujourd'hui, là, à mon avis. Là. On programme, puis ça laissera pas, ça partira pas immédiatement. Je pense qu'on est là-dedans pour une couple d'années. C'est pour ça que d'abord, d'ailleurs, Loblaws convertit beaucoup de Loblaws en maxi au Québec. C'est la raison. Là. On parle d'une vingtaine de magasins. Puis il va y en avoir d'autres conversions. OK. Excellent. Il y a un sujet aussi qu'on n'a peut-être pas encore abordé, où est-ce que la transformation numérique peut aider les entreprises. J'aimerais savoir votre avis là-dessus. C'est au niveau de tout ce qui est les défis, au niveau, comme on a parlé tantôt, de la durabilité, l'empreinte environnementale des entreprises. Donc, est-ce que la transformation numérique et ou l'automatisation peut aider justement les gens en agroalimentaire à répondre à ces défis-là?
Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. C'est Moi, l'adoption de technologie ou de traçabilité, par exemple, ça a été poussé beaucoup par la volonté d'offrir une salubrité. Mais je pense qu'il y a un changement de paradigme par rapport à l'avantage concurrentiel qu'on peut obtenir de par la technologie. Il y a 20-25 ans, c'était vraiment traçabilité, parce que quand on parle de traçabilité, on parle de connecter l'ensemble de la chaîne. OK? Le partage de données. Puis, à l'époque, c'était vraiment pour la salubrité, puis on voyait ça comme un avantage concurrentiel, seulement pour réaliser que, en fin de compte, il n'y a pas de valeur marchande à la salubrité parce que tout le monde s'attend à ce que leurs produits soient salubres. On ne peut pas charger plus cher quand on dit que nos produits sont salubres. C'est comme vendre une voiture avec une ceinture de sécurité. Les gens, quand ils achètent une voiture, ne paieraient pas plus cher pour avoir une plus belle ceinture de sécurité. La ceinture vient avec la voiture. C'est la même chose que la salubrité. Par contre, ce qui change aujourd'hui, c'est la fragmentation de la demande. Tout d'un coup, on se rend compte que les gens veulent savoir d'où viennent leurs aliments. Ils veulent savoir ce qu'il y a dans leurs aliments, comme vraiment, ils s'intéressent de plus en plus, là, même les enfants s'intéressent, ils lisent les étiquettes, là, chose qu'on ne faisait pas il y a 15-20 ans. Là. De plus en plus, les gens se posent des questions sur le local, le bio, ce genre d'affaires-là pour garantir quelque chose au consommateur, il faut une traçabilité, il faut une communication, il faut une technologie transversale. Donc, si vous parlez à Loblaws, si vous parlez à Sobeys, si vous parlez à Metro, si vous parlez à Maple Leaf, Olimel, peu importe, là, ils ont tous un système de traçabilité. Mais le problème, c'est que souvent, les systèmes ne se parlent pas. Puis je pense que dans les prochaines années, là, on va justement augmenter le niveau de collaboration verticale entre chaque entreprise, justement pour s'assurer que le consommateur a, disons, un genre de promesse transversale qu'on lui offre parce qu'on veut lui dire que le produit vient de telle ou telle place. Il y a une histoire derrière le produit, que le produit soit importé ou pas. Alors moi, j'ai l'impression que c'est ça qui... Ça fait 15-20 ans qu'on en parle, là, mais de plus en plus en raison de ce qui se passe dans le marché, là, au niveau de la demande, moi j'ai l'impression que c'est ça qu'on va voir de plus en plus. Là. On veut se démarquer justement parce que on veut aller chercher le client, mais pour se démarquer, il faut de l'information. Il faut un partage d'informations. On en a parlé, vous venez justement de mentionner quelques termes. Il y a eu des tendances qui se sont dégagées dans les dernières années. Bon, tout ce qui est fait à base de plantes. Avant ça, il y a eu le bio, plein de le manger local, marché local et tout ça. Avec vos recherches, c'est quoi les prochaines tendances qui s'en viennent? C'est quoi qui va arriver dans le milieu de l'agroalimentaire? Je ne sais pas, d'ici 2, 3, 4, 5 ans? Y a-t-il des choses qui s'en viennent que vous pouvez partager avec nous? Ben, en fait, si vous permettez, je peux plugger mon livre, là, mon dernier livre, La Révolution des protéines. C'est un peu en lien à votre question. Là. Ouais. Puis dans le livre, d'abord, je rends hommage à notre patrimoine lié à la protéine animale. On a fait beaucoup de choses depuis les 10 milliers dernières, depuis 10 000 ans, on a fait beaucoup de choses. Là. Je pense aux laitiers, porc, bœuf, poulet. Il y a des raisons pourquoi on mange ces produits-là. Et on a développé d'excellentes filières avec ces années-là. Mais il y a des défis importants qui s'en viennent. Les changements climatiques, l'environnement, le bien-être animal, la santé, le coût des aliments, on le voit là. Alors tout ça, ces facteurs-là, en fait, font en sorte que le consommateur va voir la planète dans son assiette, va penser à ce qui se passe à la ferme, va penser à l'industrialisation de l'agriculture de façon différente et il va prendre de différentes décisions. La protéine végétale, à mon avis, a un avenir important. Je pense que l'invasion Beyond Meat a été une ratée parce que on a tenté en 2018
vraiment de remplacer quelque chose que les gens adorent, ce qui est la viande. Ouais. 91% du monde mange de la viande de façon régulière. Fait que ce qu'on leur dit en 2018, c'est voici quelque chose qui est mieux, ça vous coûte plus cher, c'est ultra transformé, et puis on ne sait pas trop si c'est meilleur pour vous. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas, là. D'ailleurs, Merit Foods, j'apprenais ce matin que Merit Foods à Winnipeg vient justement de fermer ses portes. C'était une compagnie à Winnipeg qui était en transformation de protéines végétales. Fait qu'on voit qu'il y a une restructuration au sein de l'industrie, à mon avis. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin de la protéine végétale. À mon avis, on va comme approcher la protéine végétale de façon un peu différente, là. C'est tout. Le prix va changer, l'abordabilité va changer et l'approche aussi va changer, là. La façon qu'on appelle ces produits-là va changer aussi. Moi, je pense que de plus en plus, les gens vont manger moins de viande, surtout les plus jeunes générations. On le voit. On le voit dans nos données, nous autres, au laboratoire, là. Il y a un intérêt pour d'autres choses. Il y a plus de choix là, aujourd'hui. Même, j'irais plus loin pour ce qui est de l'économie bleue. Donc, l'économie, les fruits de mer, le poisson. Il y a un intérêt parce que ce qui se passe depuis 2 ans, c'est assez intéressant parce que c'est ce qu'on appelle en anglais tideflation. Tout a augmenté en prix. Les fruits de mer et les poissons ont augmenté, mais pas autant. Alors, cette catégorie-là, qui est une source de protéines animales, est perçue comme moins dispendieux qu'il y a 2 ans. Alors, c'est pour ça qu'il y a plus de choix qui s'offrent aux consommateurs qu'il y a 15-20 ans. Donc, cet éclatement-là de la demande va faire en sorte que, à mon avis, la demande pour la viande de façon générale va continuer à diminuer. Puis j'inclurais aussi les produits laitiers. OK, OK. Donc, s'il y a comme une transposition ou un déplacement vers d'autres types d'aliments, comment les gens qui font de la transformation agroalimentaire vont pouvoir s'adapter? Est-ce qu'il va y avoir de la consolidation de gros groupes ou vous voyez plus que les tendances avec le local et les gens, justement, comme les PME du Québec, eux, ils pourraient répondre puis tirer avantage de ça? Ben, c'est une excellente question. On me pose souvent la question. D'ailleurs, récemment, j'étais au Québec avec le groupe Bœuf Québec pour leur parler de ça parce qu'on comprend que la filière bovine au Québec est pas grosse, là. Alors, comment que eux font pour se démarquer? Puis, c'est le concept est pas compliqué, mais l'exécution est pas simple non plus, là. C'est qu'il faut il faut s'allier à d'autres filières. Il faut travailler avec la compétition finalement. On appelle ça en anglais co-opetition. Ce que Bœuf Québec a fait récemment, c'est que on a travaillé avec la volaille, on a travaillé avec le porc pour offrir un spot aux Québécois, par exemple. Fait que quand on va au magasin, on voit les 3 logos ensemble, travailler ensemble, offrir un spot, puis j'en ai acheté un, puis c'était vraiment très, très bon, là. Alors, c'est ce genre d'alliance-là que je pense que c'est important. Les PME ne peuvent pas tout faire seuls. Ça, c'est une chose qui est importante. Ils ne peuvent pas tout faire seuls. Donc, travailler avec des partenaires, même la compétition, à mon avis. Parce que, en bout de ligne, puis ça, j'en parlais durant ma conférence à Drummondville, c'est que il y a 20, 30 ans, l'agroalimentaire s'est développé avec une prémisse de base, c'est de produire et de trouver un marché. On produit puis on fait ce qu'on peut pour trouver un marché. Donc, c'est l'effet push. Ça a toujours été comme ça. Jusqu'à il y a 20 ans, quand le consommateur commençait à s'exprimer, les milléniaux sont arrivés dans le portrait, les réseaux sociaux permettent aux consommateurs de se parler. Là, tout d'un coup, l'effet pull est de plus en plus important. Donc, c'est le consommateur qui influence l'architecture. Donc, l'approche stomach share, donc aller chercher l'estomac du consommateur et de croire qu'il y a des gagnants et il y a des perdants, je pense que ce temps-là est révolu. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus une question de valeur. Quelles sont les valeurs qu'on peut développer et offrir? Donc, la proposition de valeur qu'on peut offrir
aux consommateurs. Moi, j'ai l'impression, puis c'est pas juste nous, là, c'est pas juste notre entreprise, c'est notre entreprise avec d'autres partenaires. Moi, je pense que c'est ça qui est l'avenir. Fait que, comme PME, c'est pas une question de développer toutes sortes de produits puis d'innover. L'innovation passe, à mon avis, par un système qui est beaucoup plus ouvert, un genre de cluster d'innovation ouvert, comme un peu on le voit là, actuellement avec le gouvernement fédéral, avec ses différents grappes industrielles qui ont été créées là, il y a, je pense, 6 ou 7 ans. Là. On le voit avec Protein Industries Canada dans l'Ouest canadien, l'intelligence artificielle à Montréal, ici même à Halifax avec l'océan et l'économie bleue. Donc, on le voit de plus en plus qu'il y a un intérêt à permettre à tout le monde de se parler et d'innover ensemble. OK. Ben écoutez, Monsieur Charlebois, peut-être en conclusion, comme vous venez de le dire, il va y avoir peut-être des synergies, ça va amener des changements. Donc, comment la PME pourrait se préparer justement à répondre à ces nouvelles demandes-là constantes, à mieux collaborer entre elles? Est-ce qu'il y a avez-vous une recette magique à leur proposer? Ben, chaque PME a sa propre réalité, mais en gros, à mon avis, les PME qui réussissent le mieux, ce sont ceux qui partagent, qui sortent, qui transigent avec d'autres entreprises, qui travaillent très fort avec leurs clients. Tu sais, comme les grandes bannières, là, ce que je me suis rendu compte en travaillant avec Loblaw, Sobeys, Metro, c'est que les fournisseurs qui réussissent bien, c'est les fournisseurs qui communiquent constamment avec eux, puis qui les informent de ce qui se passe dans l'actualité, de nouvelles idées, tout ça, et non pas juste de cacher tout. Euh, les entreprises qui osent partager, à mon avis, c'est ceux qui réussissent le mieux. Ben ça, c'est vraiment un peu philosophique, là, mon affaire, là, parce que c'est toujours difficile de dire tout le monde devrait faire ça, là. Mais en gros, je pense que c'est une question plus philosophique, à mon avis. Puis, ben, j'ai toujours cru que les PME sont les joueurs les plus importants au sein de la filière. Et on les écoute pas suffisamment, à mon avis. Ça, c'est mon opinion personnelle, surtout ailleurs au Canada, là. Mais en gros, je pense que c'est de sortir, puis de partager, puis de rencontrer du monde, puis d'aller chercher des idées, puis de lire, puis même s'associer avec les universités. Moi, nous, on travaille avec des entreprises constamment, et puis souvent, on m'appelle une réunion de conseil d'administration, puis on me demande des questions sur ce que je pense qui se passe. Puis moi, j'ai une objectivité, je n'ai rien à vendre. C'est ce genre d'affaires-là, à mon avis, qui est Ouais. important pour les PME. OK. Ben, merci beaucoup, M. Charles Lebois, pour ces éclairages-là passionnants sur l'industrie agroalimentaire. Ben, on arrive au bout du temps. Ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir pour notre troisième édition de Repenser l'industrie agroalimentaire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Michael. Ben, merci. Donc, pour tous les autres participants, j'espère que l'échange avec M. Charles Lebois était intéressant et enrichissant pour vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence que je vais animer avec Mme Audrey Lorrain, vice-présidente finance chez La Petite Bretonne. Et on va partager, en fait, miser sur la transformation numérique pour croître, la stratégie gagnante de La Petite Bretonne. La conférence commence à 10 heures et vous pourrez la rejoindre en cliquant simplement sur le bouton Rejoindre sur la page de l'événement. Donc, encore une fois, merci à tous et bon événement. On a wrappé